Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Miot présentent Comprendre Kant, guide graphique de Thibaut Grèce, illustré par Sébastien Barbara. Avec Descartes, Kant est l'auteur phare de la modernité. Son influence dans les sciences, la morale, la politique et l'esthétique est considérable. Une grande partie des dilemmes éthiques, biologie, médecine, font référence aujourd'hui à la pensée kantienne. Connaître sa philosophie apparaît comme un impératif pour s'orienter à travers les grandes questions qui innervent notre modernité. Le présent ouvrage expose ainsi les traits saillants de la réflexion kantienne et propose une interprétation de celle-ci, rompant avec le cliché d'un Kant humaniste plaçant l'homme au-dessus de tout. Il défend l'idée que l'homme est un des échantillons les plus imparfaits du véritable objet de la pensée kantienne, à savoir l'être raisonnable en général. Agrégé et docteur en philosophie, Thibaut Grèce enseigne la philosophie à l'Institut catholique et au lycée Charles Péguy de Paris. Il a écrit plusieurs essais sur Descartes. Sébastien Barbara, professeur de philosophie, est également un artiste peintre, formé à l'École supérieure d'art et de design de Reims. Des notes et les illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Notice sur la vie et l'œuvre d'Emmanuel Kant. Figure majeure des Lumières allemandes, Emmanuel Kant, 1724 à 1804, restera à jamais associé à la ville de Königsberg en Prusse orientale, aujourd'hui Kaliningrad, en Russie, et au criticisme en philosophie. Né dans une famille protestante avec une mère piétiste plaçant la foi au-dessus de la raison, il n'aura pourtant cesse d'exalter le pouvoir, mais aussi les limites de celle-ci, sondant dans la philosophie critique le pouvoir de connaître que contient la raison. Le criticisme apparaît donc non pas comme une entreprise de négation ou de dénigrement, mais bien plutôt comme un examen patient et rigoureux qu'entreprend la raison sur elle-même, afin de distinguer ce qui, pour elle, est connaissable de ce qui ne l'est pas. Étudiant en théologie dès 1740, Kant découvre également à l'université de Königsberg la physique de Newton ainsi que l'astronomie. Ses préoccupations théologiques se trouvent ainsi très rapidement enrichies par de solides connaissances scientifiques qui l'amènent à réfléchir sur les progrès qu'a connus la physique par opposition à ce qui lui semble être une stagnation durable de la métaphysique. En 1755, il obtient un poste à l'université, toujours à Königsberg, et devient le premier philosophe moderne de grande envergure à assurer un enseignement universitaire constant, ce qui contraste avec les philosophes de la Renaissance ou du XVIIe siècle qui écrivaient et pensaient toujours en marge de l'université. En 1781 paraît, après de nombreux petits traités, son œuvre la plus marquante, la Critique de la raison pure, qui se trouve substantiellement remaniée en 1787. Un an plus tard, en 1788, paraît la seconde critique, la Critique de la raison pratique, qui interroge le devoir moral du sujet. En 1790, il publie la troisième critique, la Critique de la faculté de juger qui, à travers la notion de jugement, tente de faire le lien entre l'usage théorique de la raison qui est dévolu à la connaissance des phénomènes, et l'usage pratique qui se concentre sur la question du devoir moral. C'est dans cette décennie 1780 à 1790 que son génie philosophique s'exprime ainsi le mieux, et qu'il bâtit les fondements d'une pensée moderne et éclairée, que fortifieront quelques écrits ultérieurs, mais de moindre importance. Il meurt en 1804 à Königsberg, ville qu'il semble n'avoir jamais quittée, sans que cela l'ait empêché d'élaborer une philosophie dont le maître mot est peut-être bien celui d'universalité. Introduction, l'accueil des phénomènes. Toute l'œuvre de Kant peut être envisagée comme une tentative de comprendre d'où provient le sens que nous donnons au monde, c'est-à-dire comme l'ambition de déterminer d'où vient le fait que nous avons la possibilité de trouver telle ou telle action bonne ou mauvaise, tel ou tel élément beau ou laid, ou encore tel événement logique, normal, ou au contraire surprenant. Nous appellerons ainsi sens les propriétés que nous attribuons au monde. Les propriétés par lesquelles nous ne nous contentons pas de constater la présence du monde,
mais grâce auxquelles nous caractérisons, c'est-à-dire donnons sens à ce qui nous apparaît. Néanmoins, avant de caractériser le monde, donc avant de lui donner sens, encore faut-il que nous soyons en relation avec ce dernier, que nous ayons un monde à caractériser, un monde à rendre sensé. Cette introduction propose donc de comprendre quelle est la nature du monde qui nous apparaît, et dont Kant ambitionne de comprendre la structure. Plongeons-nous pour ce faire dans une remarque de Hegel tirée de la phénoménologie de l'esprit largement inspirée des réflexions kantiennes. Hegel nous dit en effet que dans la sensation, nous nous comportons sur le mode de l'accueil. Donc, que nous recevons passivement nos sensations, ce qui signifie immédiatement qu'il y a en nous une faculté de réception par laquelle seuls nous pouvons recevoir la présence du monde. Si nous étions en effet une sorte de forteresse dénuée d'ouverture sur ce qui n'est pas nous, nous ne pourrions aucunement entrer en relation avec ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire recevoir une série d'informations sensibles sur le monde. Mais dire cela n'est pas si anodin qu'il n'y paraît. C'est déjà faire sentir que je sens le monde, non pas parce qu'il y a un monde, mais parce que je suis capable, moi, de le sentir. En d'autres termes, je sens le monde parce que quelque chose en moi rend possible ce contact avec le monde. Prenons un exemple de la vie quotidienne afin de caractériser cette réflexion, et supposons que je marche distraitement dans la rue, tant et si bien que je me cogne dans un poteau. La vision naïve de la scène m'amènerait à penser que si j'ai senti le choc, c'est à cause de la présence du poteau qui a fait obstacle à ma progression. Mais si nous nous élevons à un niveau de questionnement philosophique kantien ou hegelien, la scène change de sens. Je me suis heurté au poteau d'abord parce que quelque chose en moi a rendu possible la réception des impressions tactiles et a rendu possible le fait que mon corps éprouve le choc né de l'impact. Sans cette possibilité-là, le poteau aurait bien pu être là. Je n'aurais strictement rien senti. Allons voir, pour mieux cerner la manière dont Kant raisonne, les textes mêmes de ce dernier. Qu'espace et temps ne soient que des formes de l'intuition sensible, donc uniquement des conditions de l'existence des choses en tant que phénomènes, que nous ne possédions en outre pas de concept de l'entendement, donc aucun élément, pour parvenir à la connaissance des choses, si ce n'est dans la mesure où une intuition correspondant à ces concepts peut être donnée, que par conséquent, nous ne puissions acquérir la connaissance d'aucun objet comme chose en soi, mais seulement en tant qu'il est objet d'intuition sensible, c'est-à-dire en tant que phénomène, c'est là ce qui est démontré dans la partie analytique de la critique. La première difficulté avec les textes kantiens tient à la longueur de leurs phrases, dont il faut sans cesse analyser la structure grammaticale pour comprendre les référents des pronoms et les sujets des verbes. Il convient par ailleurs de prêter attention à chaque terme utilisé. D'abord, Kant évoque la notion d'intuition sensible, l'intuition étant un contact direct. Par conséquent, dans le cadre de nos sensations, nous entretenons un contact direct, dénué d'intermédiaire, avec le monde sensible. Le monde apparaît directement à mes sens, sans outils qui viennent s'y interposer. Il faut en déduire que la sensation est infraconceptuelle puisque le concept serait un intermédiaire entre mes sens et le monde senti, de sorte que je peux sentir le monde, quand bien même je ne disposerai pas de concept pour identifier ce qui apparaît. Par ailleurs, Kant ne se contente pas d'évoquer l'intuition mais ajoute l'idée de forme. Les formes sont des structures, ce qui veut dire qu'il s'intéresse à ce qui structure la sensation, donc l'intuition. Nous intuitionnons donc le monde, nous le recevons directement, mais cela ne nous dit pas ce qui structure cette intuition. À en croire Kant, ce sont l'espace et le temps qui structurent nos intuitions. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que tout ce que nous sentons ou ressentons apparaîtra forcément dans l'espace et le temps, ou pour le dire autrement, que toute apparition sensible sera structurée de manière temporelle et spatiale. En somme, tout contact direct avec le monde sera reçu sous une forme temporelle et spatiale. Enfin, Kant appelle phénomène ce qui m'est donné par l'intuition. Or, l'intuition me donnant les éléments sensibles, nous pouvons définir les phénomènes comme des représentations sensibles apparaissant dans l'espace et le temps. Mais pourquoi Kant dit-il que l'espace et le temps sont des formes de l'intuition sensible? Nous comprenons que la forme étant une structure, cela revient à dire que l'espace et le temps
structure l'apparition des phénomènes. Mais regardons de plus près. Kant ne dit pas que l'espace et le temps structurent les phénomènes. Il écrit plutôt qu'ils structurent l'intuition sensible, donc le rapport direct du sujet au phénomène. Par conséquent, l'espace et le temps ne sont pas des propriétés de ce qui apparaît, mais bien plutôt du rapport à ce qui apparaît. Or, si nous repensons à l'exemple précédent où je me cogne dans un poteau, où donc le sujet se heurte à un objet, nous constatons que ce rapport n'est pas rendu possible par la présence du poteau, mais d'abord et avant tout par la structure du sujet. Quelque chose appartenant au sujet a rendu possible le rapport de choc avec l'objet. Nous pouvons donc en conclure que si le rapport du sujet à l'objet est rendu possible par le sujet lui-même, et si l'espace et le temps relèvent du rapport du sujet au phénomène, alors l'espace et le temps sont précisément cette propriété du sujet rendant possible l'apparition des phénomènes. Que signifie l'affirmation précédente? Rien de moins que ceci. L'espace et le temps sont des structures de la représentation sensible et non des réalités en soi, c'est-à-dire indépendantes du sujet. Prenons un exemple pour comprendre cette affirmation délicate de Kant. Essayons de nous imaginer une mélodie en faisant abstraction du temps. Nous nous rendons compte que la mélodie ne peut être entendue si nous faisons abstraction du temps, ce qui revient à dire que la conscience ne peut pas se passer du temps pour se représenter la mélodie. Qu'est-ce à dire? Kant comprend que cela ne dit rien de la mélodie, c'est-à-dire du phénomène, mais dit au contraire tout de la conscience qui ne peut pas ne pas se représenter la mélodie sous une forme temporelle. La conscience manifeste là son besoin absolu et systématique de se représenter toute chose dans le temps, car dire que l'on ne peut pas se représenter un phénomène en dehors du temps, ce n'est rien dire du phénomène en question, mais tout dire de ce que peut la conscience et de ce qu'elle ne peut pas. Et le même raisonnement peut être effectué pour l'espace. En somme, l'espace et le temps ne sont pas des propriétés de la réalité, ni même des produits de l'expérience, mais bien plutôt des structures que la conscience ne peut pas ne pas adopter quand elle se rapporte au phénomène. Ce qui revient à dire que l'espace et le temps sont des structures inscrites dans le sujet qui rendent possible l'apparition des phénomènes. La logique est ainsi la suivante. L'espace et le temps inscrits dans le sujet rendent possible le rapport direct que l'on appellera l'intuition, et l'intuition donne des représentations sensibles que l'on appellera phénomènes. L'espace et le temps sont donc des conditions de possibilité de l'intuition des phénomènes, conditions inscrites en tout sujet humain, et en aucun cas tirées de l'expérience. Mais nous n'avons pas fini d'analyser cette citation si riche. Kant note en effet que nous ne pouvons connaître que les phénomènes, c'est-à-dire que nos concepts ne peuvent s'appliquer qu'à ces derniers, les choses en soi étant exclues de la connaissance. Mais qu'est-ce qu'une chose en soi? C'est une chose absolue, c'est-à-dire indépendante de toute chose, en soi étant un synonyme d'absolu. En l'occurrence, la chose en soi est donc indépendante de la conscience, c'est-à-dire de l'espace et du temps. En outre, puisque l'on ne peut non plus dire ce qu'elle est indépendante de mes concepts, d'où le lexique très indéterminé de chose. Par conséquent, la chose en soi et le phénomène ne sont pas en soi différents. Le phénomène est bien plutôt la chose en soi prise relativement à ma conscience, donc relativement à l'espace et au temps. En d'autres termes, tout phénomène ne désigne rien d'autre que la manière dont la chose en soi se trouve saisie spatio-temporellement par un sujet conscient, qui est comme prisonnier de son propre cadre et qui est contraint de ne saisir de la réalité que ce qui est relatif à sa propre structure, c'est-à-dire ce qui est relatif à l'espace et au temps. Pour connaître la chose en soi, il faudrait que le sujet sorte de lui-même et puisse s'affranchir des cadres spatio-temporels qui lui sont hélas inhérents, ne pouvant sortir de lui-même, ne pouvant quitter la structure spatio-temporelle qui le caractérise, le sujet est condamné à manquer l'absolu et à ne pouvoir se rapporter qu'à ce qui est relatif à sa propre conscience, donc au phénomène. Concluons. La première partie de la critique de la raison pure s'intitule « Esthétique transcendantale ». Il faut entendre dans esthétique la racine grecque d'esthésis, aïstésis, signifiant sensation. Kant s'interroge en effet sur la source de nos sensations et comprend que si nous avons la possibilité de sentir, cela tient à cette passivité inscrite en nous
qui nous permet de recevoir des sensations externes. Cette passivité, ce sont l'espace et le temps, sortes de fenêtres par lesquelles nous parviennent les phénomènes, et grâce auxquelles nous ne sommes pas emmurés en nous-mêmes. L'espace et le temps n'apparaissent donc pas comme tels, mais constituent plutôt des présentations des phénomènes, cadre exclusif à travers lequel se manifestent les phénomènes. Mais cette ouverture à ce qui n'est pas nous, est en même temps un enfermement. Nous ne pouvons nous rapporter qu'à ce qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.